Bonjour à tous, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Johan Didouche, directeur de la clientèle patrimoniale chez LBO France. LBO France, un acteur important dans le secteur du private equity en France. Et aujourd'hui, avec Johan, on va parler de capital investissement et plus précisément de LBO, donc de leverage buyout. Salut Johan. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. Je suis ravi de te recevoir aujourd'hui Johan parce que on va parler de plein de choses. On va se demander notamment aujourd'hui avec toi, Johan, est-ce qu'en investissant en 2024 dans un fonds de LBO, on peut espérer des performances intéressantes à moyen long terme? On va également parler de performances potentielles cibles, puisque quand on parle de private equity, de LBO et de fonds de LBO, on peut espérer des performances potentielles supérieures à des TRI supérieures à 10% par an. Et donc, on va voir que c'est aussi associé à des risques. On va évoquer tous ces sujets-là. Bref, ça va être un épisode qui va être très dense, donc accrochez-vous parce que Johan, que je suis ravi d'accueillir aujourd'hui, il est très bavard et j'adore ça parce qu'on va apprendre plein de choses. Merci encore une fois, Johan, d'avoir accepté mon invitation pour ce 3e épisode de la saison 2 du podcast. Je suis vraiment ravi de t'accueillir. Merci d'être là. En premier lieu, Johan, est-ce que pour les gens qui nous écoutent, pour certains, c'est la première fois qu'ils entendent parler de LBO ou de private equity. Enfin, private equity peut-être pas, mais en tout cas de LBO. Ou pour d'autres, une petite cure de rappel ne serait pas de refus. Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que le LBO, une opération de LBO? Oui, alors déjà, merci Jérémy à toi. L'idée, en tout cas, je vais essayer de faire vraiment l'exercice en utilisant les mots simples. Le private equity, c'est beaucoup de bon sens. Et donc, je vais essayer, en tout cas, d'apporter à tous ceux qui ne connaissent pas, comme tu le dis, ou qui redécouvrent la matière, en tout cas, des explications qui soient les plus claires possibles. En tout cas, je m'y engage auprès de toi. Le leverage buyout, en fait, c'est une technique assez ancienne. Elle est assez simple. Comme beaucoup de techniques financières, elle nous vient du monde anglo-saxon, hein, d'où le terme LBO qui veut dire leverage buyout, qui est en fait, si on le traduit littéralement, le rachat de sociétés avec effet de levier. Et donc, on passe par un montage, et ce montage vise, en fait, par l'intermédiaire d'une société holding, d'envisager l'acquisition d'une société cible. Et donc, effectivement, on crée cette holding pour y loger de la dette, qui sera bien évidemment remboursée par la cible, et en complément pour financer l'acquisition, on n'utilise bien évidemment pas que de la dette. C'est là où on va proposer à nos investisseurs, par l'intermédiaire de nos fonds, de participer à l'acquisition des dites sociétés. Donc ce sont des opérations qui sont souvent utilisées, alors mais pas que, mais c'est un cas qui va peut-être parler avec tout le monde si je devais en citer qu'un, qui sont souvent utilisées pour accompagner la transmission d'entreprises. Notamment familiale, lorsque le fondateur ou les fondateurs souhaitent un peu passer le relais pour différentes raisons dans la vie d'un entrepreneur. Et c'est souvent l'occasion pour nous d'accompagner les entreprises pour les emmener à un autre stade dans leur développement. Alors, tu disais tout à l'heure que donc il y a une holding qui est créée, qui va s'endetter et cette dette elle va être remboursée par la cible. Comment ça se présente ce remboursement? C'est des remontées de dividendes? C'est ça. En fait, on utilise la remontée des cash flows hein, via les dividendes, puisque l'objectif c'est effectivement de rentabiliser la société. Notre métier dans le capital investissement, hein, c'est d'acheter les sociétés. Les investisseurs comptent sur nous pour bien évidemment bien les choisir. On le verra, je pense, dans le déroulé de la présentation. La sélectivité reste un peu le maître mot, ou en tout cas une dimension assez clé dans la démarche, mais bien évidemment, l'objectif dans un temps qui est limité, hein, puisqu'on garde les actifs en moyenne entre 4 et 6 ans, c'est d'aller chercher de la création de valeur pour rentabiliser l'investissement de nos investisseurs, donc créer de la performance, puisque c'est le métier là où on est attendu par les investisseurs. Et donc ça passe aussi, mais pas que, on le verra peut-être aussi tout à l'heure, par le remboursement de la dette d'acquisition. Et alors, quand on parle de sociétés acquises en LBO, c'est quel type de société généralement? C'est des petites sociétés? Je suppose qu'on ne parle pas de la de la TPE. C'est quel type de société? Sont où dans leur stade de maturité? C'est des sociétés qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui ont 15 ans. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire un peu le profil des entreprises? Je suppose qu'on peut faire du LBO à la base sur n'importe quelle société, mais c'est pas forcément. Il y a un profil type de société adressé par les fonds de LBO généralement, non? Alors, c'est un très bon point.
Effectivement, chaque acteur peut être, en tout cas, peut décider de la façon dont il veut employer cette technique. C'est avant tout, comme tu le disais, une technique qui peut s'appliquer un peu partout, mais bien évidemment, comme l'objectif c'est aussi de rembourser la dette d'acquisition, ça veut dire, et ça c'est essentiel quand même, que ça s'adresse à des sociétés qui ont la capacité de générer suffisamment d'activités pour rembourser la dette, puisque la dette dans une entreprise, si elle est en tout cas portée à l'excès, peut à l'inverse nuire au développement de la société. Donc ça veut dire qu'effectivement ça va recentrer l'activité sur des sociétés qui ont quand même une forme de maturité, et donc c'est moins destiné à des jeunes sociétés, et cette capacité à accueillir cette dette et bien évidemment à générer suffisamment de cash flow pour en tout cas pouvoir la rembourser, y compris si on devait passer un cycle économique un peu plus tendu, c'est-à-dire si la société devait de manière conjoncturelle traverser une crise, il faut toujours se préoccuper de la capacité de la société, y compris dans ces temps un peu moins forts quand tu n'as pas le vent dans le dos qui porte ta croissance, de toujours se préoccuper de cette capacité à rembourser la dette que va porter la société. Donc chez nous, on va s'intéresser à des sociétés qui sont performantes et déjà rentables quand on en fait l'acquisition. Donc on va, si on devait en mots simples donner des critères de sélection, on va s'intéresser à des sociétés qui sont profitables et qui sont en croissance au moment de l'acquisition, et on aura une préférence chez LBO France pour des sociétés qui sont déjà à l'international ou avec le potentiel très avéré de développement à l'international, pour pas que l'activité et la croissance ne dépendent que du marché domestique. Une fois qu'on a cité ces critères, on voit tout de suite que ça nous emmène sur des sociétés qui en général ont plus de 10 ans d'existence, qui ont cette forme de maturité, et c'est pour ça d'ailleurs quand on parle de transmission par les fondateurs, qu'on parle plutôt de capital transmission, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les actionnaires ont un peu fait leur temps, parfois sur plusieurs décennies, parfois sur plusieurs générations, et qui à un moment donné sont confrontés à la problématique de la transmission et peuvent être amenés à passer par des fonds d'investissement comme nous pour gérer la reprise. Donc des sociétés plutôt robustes, plutôt solides, et si je devais donner un peu de métriques, je te dirais que le small cap chez nous, ce sont plutôt des sociétés dont la valeur à l'acquisition est entre 20 et 100 millions d'euros, et le marché mid-cap adresse plutôt des sociétés dont la valeur à l'acquisition est supérieure à 100 millions d'euros. Donc on voit bien qu'on est quand même sur des objets d'une certaine taille. Oui, des objets sur certaines tailles, sur lesquels il y a quand même aussi une antériorité d'activité, donc sur lequel vous avez la capacité à analyser le potentiel marché, parce que c'est aussi des marchés généralement qui sont plutôt matures aussi. Est-ce qu'il y a des marchés spécifiques auxquels on s'intéresse en LBO? Je suppose que c'est pas vous allez très peu sur des marchés naissants normalement, enfin des sociétés. Alors il y a LBO France, mais d'une manière générale sur le marché, on va peu prendre de risques sur des marchés naissants. Alors, sur le marché du leverage buyout, parce que chez LBO France, on est devenu une plateforme, peut-être qu'on en parlera avec d'autres métiers que ceux que porte notre nom d'origine, LBO France. Mais si on revient effectivement sur les opérations de leverage buyout, on va aller sur des marchés sur lesquels on a de la visibilité, sur lesquels il y a de la résilience. On cherche des actifs, encore une fois, comme je le disais, qui ont déjà prouvé leur efficacité, et notre objectif à nous, c'est de les accélérer avec l'équipe de management dans le cadre du projet de reprise. Encore une fois, notre métier, et c'est ce qu'attendent de nous les investisseurs, c'est quand même d'aller chercher de la performance, et que ce soit une performance la plus robuste, la plus résiliente possible, mais aussi avec le moins d'écart type. Et donc c'est vrai que investir dans des marchés naissants ou sur des entreprises naissantes, forcément, il peut y avoir des entreprises sur lesquelles tu rencontres beaucoup de succès, mais tu vas avoir d'autres investissements sur lesquels tu peux avoir plus de casse. Aujourd'hui, les investisseurs sont vraiment dans une quête de performance, bien évidemment, mais avec le moins d'écart type possible, c'est-à-dire que cette performance soit délivrée de manière homogène sur, tant que possible, la totalité des actifs de ton portefeuille si tu réussis à le faire. Ok, très clair. Du coup, on a un peu expliqué comment fonctionnait le LBO, où on a donc généralement une holding qui est créée, qui s'endette, et cette dette sert à acheter la cible, donc l'entreprise auquel vous allez le fonds va participer. On verra plus précisément après, comment on structure plus concrètement, un exemple concret, et surtout le savoir-faire d'LBO France, on en parlera un peu après. Mais ce qui m'intéresse aussi avec toi d'évoquer, c'est un peu
toute la partie conjoncturelle, secteur et évolution du secteur du LBO depuis plusieurs années, puisqu'aujourd'hui on est dans une phase, tu parlais de dette, où on a vu les taux fortement augmenter. Et donc, si on regarde le verre à moitié vide, on pourrait se dire, effectivement, quand on emprunte à entre 0 et 1% de dette, on peut avoir un effet de levier très important et donc dégager des performances très relutives sur la cible par rapport à son prix d'achat versus son prix de cession. Et quand on a un coût de la dette qui fait x3 ou x4, on peut s'attendre à ce que les performances sont moins bonnes sur le LBO, sur des gens qui rentreraient aujourd'hui dans un fonds de LBO, du fait tout simplement de la hausse du coût de la dette. Donc ça, c'est quand je regarde le verre à moitié vide, mais comme je sais que tu es d'un naturel optimiste, Johan, et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez toi, moi j'aimerais bien qu'on regarde aussi le verre à moitié plein, et que tu nous dises, aujourd'hui, dans ce contexte-là de hausse des taux, est-ce que tu dirais à quelqu'un, oui, c'est toujours intéressant d'aller faire du LBO, pourquoi, comment, est-ce que finalement, il n'y a pas des opportunités qui naissent dans ce contexte-là? Alors, il y a beaucoup de questions dans ta question. Je vais essayer j'adore les questions à rallonge. Je vais essayer de remettre les tiroirs dans le bon sens, mais tu as dit quelque chose de très important tout à l'heure. Enfin, tu as dit deux choses pour moi qui me paraissent essentielles. C'est l'évolution de la technique, comment on fait aujourd'hui du leverage buyout par rapport à il y a 20 ans et plus. Et un autre élément effectivement qui est très important, c'est le poids de la dette. Et donc forcément, quand on voit les taux d'intérêt actuels, on peut s'interroger sur le poids de la dette, la place de la dette dans une opération de leverage buyout. Pour, en tout cas, encore une fois, in fine, créer de la valeur et développer les actifs, puisque c'est l'objet essentiel. Et effectivement, il y a aussi peut-être dans la tête des gens qui nous écoutent une impression qui peut être négative quand tu parles de dette ou d'excès de dette, puisqu'il y a effectivement eu dans l'histoire des montages de leverage buyout qui se sont traduits par des excès de dette, surtout dans les phases de marché un peu tendues, et donc au final, ça a plutôt desservi les entreprises que accompagner les entreprises. Donc je vais essayer d'être dans un exercice qui n'est pas forcément un exercice optimiste, mais je vais essayer d'être pragmatique, lucide, et de revenir un peu sur toutes ces questions que tu as adressées. Alors ce qui est évident déjà, ce qu'on peut vraiment dire, c'est que l'usage de la technique de leverage buyout, elle a réellement évolué dans le temps. En tout cas, il faut qu'elle évolue dans le temps, et nous, en tout cas, on a très clairement évolué dans le temps sur l'usage de la dette et la façon de faire le métier du leverage buyout. Et on ne le fait plus aujourd'hui comme on le faisait il y a 20 ans. En fait, à l'époque, les prix des sociétés étaient globalement plus attractifs. Et on pouvait, en tout cas, miser sur des conditions d'acquisition des sociétés pour, en tout cas, aller chercher de la création de valeur grâce à l'effet de levier, donc grâce à l'endettement. Mais aujourd'hui, on peut plus faire comme ça. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, le sourcing, la quête d'entreprise, elle est largement entre les mains des banques d'affaires, et plus on monte en taille d'entreprise, plus c'est intermédié par des acteurs, notamment des banques d'affaires. Il y a un autre élément important, c'est qu'il y a aujourd'hui plus d'acteurs sur le marché du private equity, il y a plus de compétition. Et donc, à partir du moment où les transactions de taille importante sont plus intermédiées et qu'il y a plus d'acteurs en face pour étudier les dossiers, la conséquence, c'est que les enchères montent. Ça veut dire que les prix d'achat sont moins attractifs. À partir du moment où ils sont moins attractifs, ça veut dire qu'on ne peut plus miser comme on le faisait avant, sur les conditions d'acquisition des sociétés pour aller créer de la valeur. Ça, c'est un élément important, il faut aller chercher d'autres leviers. Donc, ça ne veut pas dire qu'on surpaye les actifs, c'est pas l'objectif en tout cas, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, la discussion et le rapport qu'on a entre acheteurs et vendeurs est plus équilibré entre les parties, ce qui est plutôt une bonne chose. Encore une fois, partir de l'idée qu'on achetait les sociétés sur des bases très attractives pour le passé, on pourrait, comme tu disais, verre vide, verre à moitié plein, on peut rester dans cet équilibre. Ça veut dire que les vendeurs n'avaient pas forcément les meilleures bases de discussion. Aujourd'hui, on peut réellement parler de prix équilibré. Je crois que c'est un point important. On peut vraiment partir du principe que le dialogue avec les entreprises au moment des transmissions et donc des transactions se fait sur des bases que je dirais justifiées. À partir du moment où on paye le prix, ça veut dire qu'il faut aller créer la valeur autrement. Et donc, aujourd'hui, voilà, l'idée c'est d'acheter au juste prix et d'aller chercher, en tout cas, un rôle, une activité qui est différente auprès des entreprises pour créer de la valeur. Et c'est là où, je pense, que les acteurs spécialisés peuvent se différencier,
Et notre rôle aujourd'hui consiste plus finalement à actionner des leviers de développement du chiffre d'affaires et de rentabilité aux côtés d'un management qui est déjà de qualité, puisqu'on a acheté des entreprises qui sont déjà en réussite. Si on part du principe, ou en tout cas si on regarde spécifiquement LBO France en partant de l'idée que globalement les acteurs spécialistes fonctionnent comme nous, si je devais te donner un métrix là aussi, je te dirais que sur les 20-25 dernières années, on a multiplié par 5 les équipes chez LBO France, pour dire à quel point on a dû travailler la spécialisation pour créer de la valeur. Donc on a Oui, parce qu'en fait, en gros, ce que tu dis, Johan, c'est que à une époque, c'était en fait il y a 20-30 ans, euh, on avait des leviers sur le prix d'achat qui faisaient que mécaniquement les opérations d'LBO dégageaient de la performance. Et qu'aujourd'hui, le prix d'achat, c'est plus un argument, c'est pas le seul critère qui fait qu'on a de la performance à LBO. C'est tout le travail qui va être fait d'accompagner les équipes, donc les équipes, c'est-à-dire le management de l'entreprise en place qui achetait au travers du LBO, à développer l'activité, aller chercher de la croissance, optimiser les process. C'est ça que tu dis. Si je reformule, j'essaie aussi tout à fait. Une société de d'adapter, qualité, de simplifier les choses. Voilà. tout à fait. Une société de qualité, il faut partir du principe qu'une société de qualité se paiera toujours le prix. Ça, c'est extrêmement important. Et si on veut des actifs de qualité, ça se paye au juste prix. Et donc, à partir de là, nous avons adapté notre organisation, comme d'autres acteurs, à ce mode de fonctionnement, et on dispose aujourd'hui en interne, ce qui est très important, c'est un peu une particularité chez LBO France, d'une équipe dite de performance opérationnelle, qui est vraiment composée d'anciens dirigeants et de consultants très chevronnés, qui passent en fait plus de la moitié de leur temps, physiquement, dans les entreprises aux côtés du management, pour les aider, bien évidemment, à lever les freins du quotidien, ça c'est important, mais aussi à identifier les nouveaux leviers du développement, que ce soit en croissance organique ou en croissance externe. Et le tout, encore une fois, en respectant un calendrier de détention qui est quand même exigeant, puisque là où des entrepreneurs peuvent parfois avoir toute une vie pour développer une entreprise, nous on va zoner en moyenne entre 4 et 6 ans pour atteindre cet objectif de transformation de la société, ou du moins de l'avoir accompagné d'un point A à un point B dans son développement. Et aujourd'hui, si je devais résumer, je dirais qu'on est devenu beaucoup plus un partenaire industriel qu'un simple partenaire financier pour les entreprises. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que tout à l'heure on a parlé du LBO, de la structuration d'une opération LBO, mais on n'a pas effectivement appuyé sur la durée que pouvait prendre une opération. Ces durées sont évidemment variables, hein, c'est au cas par cas, mais c'est vrai que quand on discute avec des gérants de private equity, bon, vous chez LBO France, c'est plutôt des durées inférieures à 10 ans que vous ciblez, donc une session à 6, 7 ou 8 ans d'accompagner le management sur l'opération. Et donc c'était important de le noter, c'est qu'on est plutôt sur du moyen long terme que sur du très long terme, voilà, en termes de Oui, portage d'opération. souvent ce que tu dis est un point important, c'est souvent une question que j'ai de la part des investisseurs qui voient les fonds de capital investissement comme des fonds assez longs, les fameux 8 ans plus 1 plus 1. Il faut savoir que 8 ans plus 1 plus 1, c'est-à-dire même en tenant compte des prorogations, 10 ans maximum dans un FCPR, ça veut dire qu'on a 10 ans pour tout acheter dans le portefeuille, c'est-à-dire bien choisir les actifs et pas se tromper, donc bien acheter, tout accélérer et tout vendre. Et 10 ans pour faire tout ça, quand on voit que parfois pour un entrepreneur ça prend toute une vie que de ne développer qu'une société, on s'aperçoit que finalement 8 ans plus 1, c'est pas un agenda si long, et donc ça nécessite d'avoir une grande discipline dans l'accompagnement des sociétés pour en tout cas respecter ce calendrier qui finalement est celui imposé par un fonds d'investissement dit millésimé avec un temps limité. Oui, donc pour traduire de manière plus simple, s'il y a des gens qui nous écoutent qui sont novices en la matière, quand on parle de FCPR, donc c'est un fonds d'investissement qui a un statut particulier, qui est celui de fonds de commun de placement à risque, donc FCPR, dans lequel eux vont investir en tant qu'investisseurs à la recherche de performance au travers d'opérations de private equity en LBO. Ces fonds-là donc sont gérés par une société de gestion, en l'occurrence ça peut être LBO France, et c'est ensuite vous qui déployez cet argent pour favoriser investir dans des sociétés via des opérations de LBO avec l'argent qui est confié par des investisseurs. Tout à fait. On va parler après un peu plus de LBO France, du sourcing, voilà, mais je voudrais qu'on revienne quand même sur le momentum. Est-ce que du coup, aujourd'hui, les équipes, vous avez quand même une vision de marché qui est assez globale.
on est plutôt sur des valorisations d'entreprises qui ont baissé, qui Mhm. sont en hausse, qui stagnent, parce que une entreprise se valorise via un multiple généralement de ce qu'on appelle l'EBITDA. Donc, pour simplifier, bon, l'EBITDA, ça représente, on va dire, la marge opérationnelle de l'entreprise. Bon, on va simplifier, mais voilà. S'il y a des experts du private equity qui nous écoutent, voilà, on va essayer de pas être trop technique, on reste dans la simplification, on essaie d'avoir un jargon un peu plus simple. Donc c'est un multiple généralement de cet EBITDA qui est utilisé pour dire ben, c'est 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois l'EBITDA. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui au niveau des valorisations d'entreprise et est-ce que finalement la hausse des taux a eu un impact sur ces valorisations d'entreprise qui fait que ben, aujourd'hui, par exemple, on achèterait des entreprises moins chères qu'avant sur Oui, des montagnes. alors ce que tu dis est important, vraiment très important, parce que j'entends de plus en plus dire le private equity, c'est une réponse au marché coté parce que ça échappe à la volatilité. Bon. Oui, le private equity échappe à la volatilité des marchés financiers, mais il n'échappe pas à l'économie réelle. On achetait des entreprises, à partir du moment où on achète des entreprises, elles vivent dans un environnement économique comme n'importe quelles entreprises, qu'elles soient cotées ou pas cotées. Et effectivement, le contexte économique actuel, qui a fait quand même de la lutte contre l'inflation un axe central, bah, ça s'est traduit par une augmentation des taux pilotée par les banques centrales, avec cet objectif de lutter contre l'inflation. Évidemment, ça a eu un impact, tout le monde l'a constaté sur l'économie, sur la consommation, et donc forcément, par ricochet, ça impacte la valorisation des sociétés. Et effectivement, il y a aujourd'hui un indicateur d'ailleurs que n'importe qui peut suivre, qui est l'indice Argos Mid Market, et on voit que cet indice aujourd'hui traduit des multiples moyens de valorisation autour de 9 fois l'EBITDA, là où il y a 2 ans, on était plutôt à 11 fois l'EBITDA en moyenne sur les transactions de mid-market. Donc en tout cas, ce qu'on peut constater aujourd'hui au travers des transactions réalisées, c'est qu'effectivement en moyenne, et j'ai bien en moyenne, puisque bien évidemment la moyenne signifie qu'il y a des sociétés qui se vendent moins cher et à l'inverse d'autres qui se vendent plus cher, mais en moyenne, on constate effectivement une diminution des prix. Alors, je parlerai pas vraiment de diminution, mais peut-être plus de normalisation des prix, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les prix Oui. finalement sont un reflet assez justifié de ce que propose en tout cas le contexte économique. Ce qui est certain, c'est que cette baisse des prix, en tout cas est profitable aux acheteurs, hein, et bien évidemment, comme tout marché qui se fracture, apporte des opportunités. Alors c'est pas parce qu'un marché apporte des opportunités ou qu'il se fracture que toutes les sociétés sont des opportunités. Hein. Je pense que ce qui est très important, et encore une fois, c'est vraiment une affaire de sélectivité, et quelque part, c'est ce qu'attendent de nous les investisseurs, c'est dans un contexte de rationalisation des prix, de normalisation, c'est d'aller capter les bonnes opportunités pour justement aller chercher des sociétés qui, au travers d'une crise, puisque quelque part elles ne sont plus portées par le vent arrière de la croissance, et donc ça nous permet quelque part de mesurer avec plus d'efficacité aussi la résilience des actifs, hein, puisque les sociétés sont confrontées à l'économie, et donc d'aller chercher des actifs qui sont résilients, et effectivement, dans un dialogue où, en tout cas, les prix discutés avec les vendeurs sont plus rationalisés, ce qui nous permet quand même d'acheter là aussi sur des justes prix. Je crois que c'est vraiment important de rester sur cette dimension du juste prix. Oui, je suis d'accord parce que c'est vrai que souvent quand on parle de l'évolution des valeurs des entreprises non cotées, parce qu'effectivement on l'a pas dit tout au long de l'échange, mais on parle bien d'entreprises non cotées en bourse. Les valorisations, quand on parle de private equity, les valorisations se font par des cabinets experts comptables, commissaires aux comptes qui valorisent des entreprises. Voilà, il y a quand même tout un encadrement d'une valorisation d'entreprise, mais se font sous des multiples, donc des bidas, on le disait, contrairement en bourse quand on achète une action où c'est le marché coté qui fait son office. C'est important ce que tu dis quand tu parles de normalisation des prix, parce que on a tendance trop souvent à vouloir trop vulgariser, à dire que les entreprises, comme il y a moins de levée de fonds, elles ont des valorisations qui sont plus faibles qu'il y a 2-3 ans, mais en fait, il y a 2-3 ans, il y a 1 an et demi, c'était l'exception, en fait. C'est-à-dire qu'on n'avait jamais atteint des niveaux de valorisation où
ou en tout cas on était dans le top des valorisations historiques, du fait justement de la baisse des taux notamment, où beaucoup d'acteurs venaient, comme sur l'immobilier d'ailleurs, diversifier, notamment des institutionnels, diversifier leur portefeuille sur l'univers du private equity du non-coté, en investissant dans des boîtes. Donc il y a de moins en moins de levées, il y a moins de levées de fonds aujourd'hui qu'il y a 2 ans, mais elles sont sur des niveaux historiques plutôt normaux, comme les valorisations des entreprises. Donc on n'achète pas cher aujourd'hui, on achète sur un taux qui est plutôt normé quand on analyse sur 10 ou 15 ans en arrière. Donc j'aime bien cette notion de normalisation, mais du coup ça amène une chose, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le rôle du sourcing est hyper important, c'est-à-dire finalement, parce que des entreprises non cotées, on parle souvent du CAC 40 et de l'évolution du CAC 40, mais ça représente que 40 entreprises en France, et il n'y en a heureusement pas que 40, et l'essentiel de l'économie française est fait d'entreprises non cotées en bourse. Et donc, pour pouvoir aller chercher ces opportunités d'investissement quand vous déployez l'argent que vous collectez au travers de vos fonds, puisque nous, donc Willim, donc ce podcast, c'est moi qui l'anime, je suis un des fondateurs de la société Willim, donc une société de conseil d'investissement. Donc nous, on adresse toutes les classes d'actifs, on aide des investisseurs à sourcer des opportunités d'investissement. On est partenaire d'LBO France, on est très content dans l'univers du private equity. Mais nous, c'est ce qu'on fait attention quand on accompagne des investisseurs qui vont investir dans des fonds, c'est de pouvoir leur dire qu'ils travaillent avec des sociétés de gestion qui ont aussi cette capacité de sourcing. Donc ça nous fait une transition idéale pour parler d'LBO France et de la manière dont vous travaillez, et ce qui fait qu'aujourd'hui LBO France qui existe depuis plus de 20 ans d'ailleurs, tu vas pouvoir expliquer mieux que moi, mais à cette capacité de sourcing, parce que c'est là la clé. Souvent on dit, on regarde la plaquette commerciale d'un fonds d'investissement et on se dit, la stratégie qui est évoquée par la société de gestion elle me plaît bien, les graphiques sont sympas, les couleurs utilisées sont plutôt agréables, mais en fait une plaquette commerciale d'un fonds c'est 0,001% du chemin. Le gros chemin, c'est aller sourcer des opérations qui vont pouvoir créer de la valeur et dégager de la performance pour les investisseurs. Donc transition parfaite pour que tu nous dises un peu les piliers de LBO France. Qu'est-ce qui fait qu'LBO France aujourd'hui est un acteur dans l'univers du LBO et sur lequel on peut s'appuyer et faire confiance quand on est un investisseur particulier. Alors, pour répondre à ce point-là, parce que c'est important, je vais revenir sur les fondamentaux de LBO France et de sa manière de travailler. On parlera peut-être un peu après aussi de notre métier et de ce qu'on fait, puisque effectivement on a pu prendre le terme LBO dans notre marque, puisque en 85, ça voulait pas forcément dire grand-chose en France. Aujourd'hui, on aurait du mal à le prendre dans notre marque. C'est une technique financière assez connue, mais néanmoins, notre métier a évolué au fil du temps. On l'a amélioré, on l'a retravaillé. Encore une fois, on a densifié les équipes aussi pour mieux travailler. Aujourd'hui, je pense qu'à l'inverse d'une partie importante du capital investissement, la singularité de LBO France, c'est que nous, on cherche pas à faire des fonds où il y a pléthore de lignes en étant minoritaire. Notre conviction à nous, c'est qu'on préfère travailler sur un nombre plus restreint de lignes, entre 8 et 12 dans nos fonds institutionnels, un peu plus dans les FCPR, puisque ce sont des fonds multistratégie, on y reviendra peut-être un peu après. Et l'idée pour nous, c'est de chercher à intervenir tant que possible en actionnaire majoritaire. Ça, je crois que c'est un point extrêmement important, parce que avec cette sélectivité, en ayant moins la course à faire au nombre d'investissements, ça nous permet d'être plus sélectif, donc dans les choix des entreprises qu'on va accompagner, et en étant actionnaire majoritaire, ça se traduit par, en tout cas, la mise en place d'un véritable partenariat, d'un véritable dialogue avec le management pour développer les sociétés. Et donc cette maîtrise des actifs, c'est réellement une clé déterminante dans la création de valeur chez LBO France, et c'est ce qui nous permet, comme je le disais tout à l'heure, avec l'équipe de performance opérationnelle, avec des gens extrêmement seniors qui vraiment vont sur le terrain aux côtés des managers pour les aider à développer les sociétés. Ça nous permet de travailler nos actifs sans dépendre d'autres actionnaires, d'ailleurs, qui pourraient être d'autres fonds, dans le travail qu'on peut faire et opérer aux côtés du management pour développer des sociétés. Et ça, c'est un modèle qui convient extrêmement bien aux équipes de management, puisque en tout cas ça simplifie le dialogue, comme je disais tout à l'heure, mais c'est aussi très bien perçu par nos investisseurs. Ça, je pense que c'est important de le rappeler. On pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Aujourd'hui, LBO France,
Donc si je devais revenir sur un peu plus globalement ce qui est devenu LBO France en qualité de plateforme, donc c'est une société qui a effectivement été en tout cas créée en 1985, qui au fil du temps a en tout cas élargi ses stratégies et son périmètre d'activité. C'est devenu une plateforme extrêmement complète d'investissement qui permet d'accompagner des investisseurs historiques, on y reviendra, qui sont plutôt des institutionnels ou des grandes familles dans les domaines du capital investissement au sens large, que ce soit le private equity via le leverage buyout, mais aussi l'immobilier, qui est une stratégie sur laquelle on a une très forte expertise depuis plus de 20 ans, la dette, mais aussi le venture capital sur des marchés très ciblés tels que la santé digitale et la PropTech, et puis depuis quelques années maintenant, on a aussi élargi nos activités à la gestion cotée avec plusieurs véhicules d'investissement. Donc une plateforme assez globale pour répondre aux besoins de nos investisseurs, sachant que on intervient aussi sur plusieurs géographies, des sociétés dont le siège est en France ou en Italie du Nord, notamment pour les activités de leverage buyout, et on s'intéresse depuis maintenant un peu plus d'un an également aux activités sur le continent africain, qui est un terrain d'investissement également pour nous. En quelques chiffres clés, on a aujourd'hui une société qui est détenue par son management, ça c'est important. On a une très bonne tenue de nos fonds, quels que soient les cycles d'investissement, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à aller chercher du rendement et de la performance, quels que soient les cycles. Et puis, un point important qu'il faut rappeler et qui s'impose à nous en tant qu'actionnaire majoritaire, le sujet de l'ESG, qui est un sujet qu'on travaille chez LBO France depuis plus de 10 ans, qui est une dimension importante, puisque dans notre qualité d'actionnaire majoritaire, on ne peut pas faire l'économie d'accompagner les sociétés à progresser sur tous les sujets de l'ESG, et on est régulièrement primé chez LBO France sur ces sujets-là. Donc, une discipline, si je devais résumer, qui est vraiment forgée sur, en tout cas une réputation qui est vraiment forgée sur une discipline de gestion, ça c'est très important, et un total alignement des intérêts avec les investisseurs dans nos approches d'investissement, puisque les équipes de LBO France co-investissent aux côtés des clients dans les fonds.